Miel Pagès, que nous allons entendre parler maintenant, est poète, performeuse et vidéaste. Elle vit dans la ville rose, où elle se consacre à la poésie sous toutes ses formes, notamment par l'écriture, la scène et la vidéo-poème. Elle a à cœur que la poésie soit populaire, vivante et politique. En 2022, elle sort un premier recueil, La Septième Lèvre, aux éditions Blast. Et en 2023, elle remporte le prix de vidéo-poème de la Factory Maison de Poésie et sa vidéo lauréate, Que nuit soit, est projetée au Centre Pompidou lors du festival Extra, qui est un festival consacré aux littératures hors du livre. Son second recueil, Les Sublimations, paraît en février 2024, donc c'est tout récent. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices de cet événement. Cette invitation m'a permis de questionner ma pratique, de rassembler des idées pour envisager la vidéo-poème comme une œuvre plastique avec un angle plutôt philosophique. Je ne suis pas scientifique, tout ce que je dis ici a l'excuse de la poésie. Une œuvre vidéo peut avoir une vie matérielle, exposition, projection, ou elle peut être diffusée seulement en ligne. Dans une exposition, le contexte de projection est réfléchi. Est-ce dans une salle avec un banc, sur une télé avec un casque, etc. Une œuvre vidéo, donc désincarnée, l'est doublement si son existence n'est pas muséale ou vouée à être projetée dans l'espace. Dans les deux cas, si l'œuvre a une vie matérielle ou non, la distance d'avec le spectateur, la spectatrice, peut être questionnée. En tant qu'artiste qui cherche à être en lien avec les autres à travers ma pratique, je me demande comment toucher la spectatrice à travers une vidéo. Comment faire exister le corps, même hors champ, même invisible, comment donner du corps, comment investir l'œuvre d'une part de moi. Je pars du postulat que l'objectif de l'art est de toucher, et que dans ce cas, les corps de l'artiste et de celui qui regarde, écoute, tendent à se rejoindre. Ce postulat m'est directement inspiré d'Elise van den Enden et de son article Comment le texte touche le corps, ainsi que de Roland Barthes dans Le plaisir du texte. Je défends l'idée que ce toucher émotionnel est bien celui d'une intériorité du corps. Voici un extrait de l'article Comment le texte touche le corps. Le corps est la plupart du temps absent des théories de la réception. On évoque peu sa matérialité, le corps objet, encore moins son sentir, le corps sujet, empreint de pensée. À cette résistance correspond sans doute le trouble qu'il sème sur notre appréhension de la lecture comme activité herméneutique. Penser le corps dans la réception implique d'emblée l'examen de son inéluctable bouleversement sur le sens du texte. Le lecteur, investi affectivement dans le livre, y plonge avec son histoire, ses souvenirs, ses désirs. Mais lire avec son corps, cela signifie surtout pour nous aller au-delà du sens, le dépasser, peut-être même l'ignorer, pour découvrir autre chose, la possibilité de se faire toucher par le livre en dehors des mots. Ce quelque chose qui nous touche, ce serait l'auteur présent dans le texte en tant que corps. Voilà l'origine d'une réception sensorielle, voire sensuelle, que nous nous proposons d'esquisser dans le cadre de cet article. Je pense que ceci posé, l'idée qu'une œuvre textuelle peut toucher le corps, qu'il y a le corps de l'auteur dans l'œuvre, nous pouvons maintenant nous rapprocher de ceux qui ont plutôt théorisé la réception visuelle. Ainsi, nous aurons les deux organes qui constituent la vidéo-poème, le textuel et le visuel. Le peintre apporte son corps, dit Valérie. Et en effet, on ne voit pas comment un esprit pourrait peindre. C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. Maurice Merleau-Ponty, L'œil et l'esprit. C'est en relisant cette citation de Merleau-Ponty que j'ai commencé à comprendre que ce qui m'intéresse, c'est la question du corps, comment l'artiste apporte son corps, comment une forme de contact est souhaitée. Le rapport à la peinture, bien sûr, comme cette expression d'Horace, ut pictura poesis, la poésie est un tableau. De plus, on appelle Internet la toile pour la toile d'araignée. Puissions-nous penser cette toile davantage comme une peinture ? Je vais vous montrer une vidéo poème, Final Fantasy Poem par la Turbo Avedon.
tonight. Everything has changed. And the Jay-Z song was on. Every time they turn the lights down, we are flying first class, up in the sky. No one sleeps. I stand here, waiting for you, in the neon lights. This is real. Popping bottles in the ice, like a blizzard. Making my way downtown, it's all I've got to keep myself sane, baby. This is the rhythm of the night. A vision of ecstasy. I can see the stars all the way from here. We're living in a material world. Mutant fusions and dangerous possibilities. We're going round in circles. Sooner or later, the fever ends. And then it falls. And then I fall. Je pense que certains auront compris peut-être où je veux en venir. La Turbo Avedon n'existe pas. C'est une artiste avatar, curatrice, programmée pour être curatrice et créatrice. J'ai l'impression de reconnaître dans le poème des extraits de paroles de Lana Del Rey. Je trouve ça beau, intéressant. Il y a le poème qui est écrit en bas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que cette espèce de mise en abîme avec l'ordinateur. Mais par contre, je ne suis pas à proprement parler touchée. Et notamment car la voix non humaine ne me touche pas. Pour que le son devienne une information acoustique avec une signification précise, il doit passer par toutes les parties de l'organe de l'audition, à partir de l'oreille externe, via l'oreille moyenne et l'oreille interne, et le nerf auditif pour arriver en tant que stimulation jusqu'au cerveau. Quand je parle, les sons sortent de ma bouche et viennent atteindre des tympans. C'est une forme de contact, de air contact, étant donné que le son est une vibration de l'air. La voix du poète est tellement chargée de sens, de contact, elle est singulière, c'est une signature. On lit les poétesses autant qu'on les écoute. La semaine dernière, je faisais écouter à des étudiants aux Beaux-Arts une lecture de Laura Vasquez, de sa pièce de théâtre à venir, Zéro. Je leur disais que la voix de Laura me touche parce qu'elle est grave, profonde, enveloppante, mais aussi parce qu'elle est chevrotante, fragile. Il y a un clignotement dans sa voix, une porte qui s'ouvre et me laisse passer, une faille. Il y a l'espace pour que je la rejoigne et qu'il y ait rencontre. C'est une voix qui est sûre d'elle, qui va droit et en même temps qui s'entrebâille régulièrement. Pour finir avec l'importance de... Ça, c'est pas à moi. de l'importance de la voix dans la vidéo poème, je voudrais vous montrer un court extrait d'une vidéo de Laure Prouvost. We know we are just pixels.
vous la montre pas en entier, mais vous avez déjà un peu l'idée. C'est une vidéo sans voix off. Et ce n'est pas l'artiste qui nous parle, c'est la vidéo qui nous parle. Ce sont les écrans qui s'adressent à nous, qui nous posent des questions. Et par cette adresse, quelque chose semble exister derrière. Il donne même des ordres et évoque des sensations. J'aimerais te toucher doucement. Là, on a pu voir l'évocation de l'herbe. Donc on nous fait passer des sensations par le montage, la musique, mais aussi par cette adresse, par les mots qui ordonnent, par une matérialité possible grâce au langage. Quand le corps est présent dans la vidéo, on se pose déjà moins de questions. Grâce à l'empathie, aux neurones miroirs, la vision d'un corps dans une vidéo va provoquer quelque chose en moi, dans mon propre corps. Je me demande ce que donnerait l'ajout d'un poème sur une vidéo pornographique. Peut-être suis-je autant touchée et inspirée par la performance, car elle est ce geste empathique, cathartique que je viens chercher dans l'art. En ce sens, je voudrais vous montrer une vidéo de l'artiste Animoff. Avec donc un raté technique. Pareil, je ne vais pas vous la montrer en entier. Ça dure des minutes et des minutes. J'aimerais que cette vidéo parle pour moi dans ce qu'elle a d'absurde, de silence plein et de génie. Fouetter la mer, c'est une image forte. J'ai vraiment la sensation que quelque chose en moi est en train de fouetter la mer, quelque chose de lointain et de refoulé. Une question que je me suis posée quant au geste performatif, je me la suis posée devant cette vidéo au Palais de Tokyo. Je me la pose quand je cherche des archives de performance, comme celle de Marina Abramovic. C'est: une performance peut-elle être filmée? Peut-elle exister seulement sous la forme de vidéo? Y a-t-il une qualité perdue lorsqu'on passe du vivant au format numérique? Quelle est la valeur d'une vidéo-performance? Le caractère éphémère de la performance est-il nécessaire? Que nous fait perdre la possibilité de visionnage infini de la vidéo? Est-ce la rareté qui rend une œuvre d'art précieuse? Le texte a-t-il un corps? La vidéo a-t-elle un corps? Si Roland Barthes parle du plaisir du texte et de la jouissance du texte, je voudrais dire le plaisir de la vidéo, la jouissance de la vidéo.
Si je lis avec plaisir cette phrase, cette histoire ou ce mot, c'est qu'ils ont été écrits dans le plaisir. Ce plaisir n'est pas en contradiction avec les plaintes de l'écrivain. Mais le contraire, écrire dans le plaisir m'assure-t-il, moi écrivain, du plaisir de mon lecteur? Nullement. Ce lecteur, il faut que je le cherche, que je le drague, sans savoir où il est. Un espace de la jouissance est alors créé. Ce n'est pas la personne de l'autre qui m'est nécessaire, c'est l'espace, la possibilité du dialectique du désir, d'une imprévision de la jouissance, que les jeux ne soient pas faits, qu'il y ait un jeu. Donc encore Roland Barthes dans le plaisir du texte. Si je ne peux si je ne peux créer qu'en niant la réception de l'œuvre, je suis pourtant dans une visée de lien. Les deux mouvements s'inscrivent en moi. Plus je nie le spectateur potentiel dans l'élaboration de l'objet artistique, plus j'ai de chances de lui faire de la place et que nous puissions nous approcher. Je viens confusément des arts du spectacle et de la littérature. Dans ces questions autour de la réception artistique, les arts du spectacle me permettent de répondre à la question « Comment garder l'attention du spectateur ou de la spectatrice ?» On apprend en cours de théâtre que ce n'est pas forcément en criant très fort qu'on sera écouté, que parfois chuchoter « j'ai un secret » permet bien plus de capter l'attention. Finir la page d'un livre par un seul mot donne envie de tourner la page pour connaître la suite. Il y a quelque chose du teasing, du mystère, là où, encore une fois, Barthes parle de désir entre l'auteurice et la lecteurice. J'aimerais l'étendre à tous les champs. Je reviens à cette question comme une obsession. Comment investir l'œuvre de son corps sans l'apparition de ce corps? Plutôt que la question du corps dans l'œuvre, c'est la question du corps à l'œuvre. Les formes ont-elles un corps? Les couleurs ont-elles un corps? Attendez-moi 2 secondes. Quand ça finit, ça recommence. Quand ça finit, ça recommence. Quand ça finit, ça recommence. Ce qui est au début est à la fin. Ce qui est au début est à la fin. Le désir en bulle signifié. Les mots n'ont aucun sens. Ils montent en flèche vers le ciel, puis retombent. On les piétine, on les palisse. Les mots tirent à balles réelles dans le crâne de l'autre, pour qui est poreux à cette matière sans direction. Au milieu, il n'y a rien. Dans le silence, on ne peut pas se tromper. Une langue lèche une langue. Les mots baignés de salive racontent n'importe quoi. Les mots tirent à balles réelles dans le crâne de l'autre, pour qui est poreux à cette matière sans direction. Les mots n'ont aucun sens. Ils montent en flèche vers le ciel, puis retombent. On les piétine, on les palisse. Le désir en bulle signifié. Ce qui est au début est à la fin. Ce qui est au début est à la fin. Quand ça finit, ça recommence. Quand ça finit, ça recommence. Quand ça finit, ça recommence. En art du spectacle, quand on ressort d'une pièce, on utilise cette expression générosité pour dire la comédienne a été généreuse ou alors ça manquait de générosité. Donc on attend un don.
peut-être un don du corps, en tout cas que la personne devant nous soit au présent. Et être au présent, c'est être incarné, hic et nunc, ici et maintenant. Parfois, le corps n'apparaît pas, mais on sait qu'il existe. Je voudrais prendre pour exemple certaines de mes collègues vidéopoétesses dont je ressens le corps, même s'il n'apparaît pas à travers ce que je perçois du processus créatif. Encore une fois, on ne va pas regarder les vidéos en entier, mais je vous invite à aller les voir. Et oui, ça, vous allez c'est finir une par le savoir. publicité. Electrodépôt, c'est des prix bas tous les jours. Bon, voilà, malheureusement, on ne va pas la regarder en entier, mais vous avez l'idée. C'est une vidéo d'Annabelle Verrag, qui travaille souvent le stop motion, mais aussi de manière plastique ou performative. Dans cette vidéo, je ressens son corps dans tous les coups de crayon qu'il a donnés, dans l'implication de temps et d'énergie qu'il y a derrière. Autre vidéopoétesse fameuse, Mylène Tournier. Les professeurs à la retraite découpaient en éventail ou momies leur temps pour arrondir leur pension. Le ciel copiait l'invention d'hier sans imaginer que déjà hier copiait l'invention de la veille. Les arbres avaient des aisselles de vieilles femmes et l'on devait avertir des fleurs comme du million de battements malades. On se couchait le corps sous un grand grognement, à s'en fendre péniblement l'âme, où l'on se couchait au pied d'un phare. On se couchait pour croire les étoiles être nos pieds. Dans le maudit renversement, la grâce aussi nous en avertir, et ne pas qu'on la trouve la grâce comme un panier de Moïse. Ouais, elles sont pieds dures à des arrêter, étoiles. mais voilà, vous savez l'idée. Donc Mylène, elle est connue pour faire des vidéopoèmes très régulièrement et par le processus de promenade, de cueillette. Elle filme tout en se promenant, elle marche pour faire ses vidéos. Et en tant que spectatrice, je ressens le corps de la marcheuse, les kilomètres impliqués, également ses yeux qui ont vu tant de choses, ses mains qui ont choisi certains extraits. Je ne vois pas Annabelle, je ne vois pas Mylène, je les imagine. Elles m'ont laissé de la place, elles ont su que je les verrais. Elles ont donné de leur corps pour créer ces œuvres. Et ça, je le ressens, soit émotionnellement car je suis touchée, soit dans la valeur que je donne à l'œuvre parce que je sais le travail du corps derrière. Quand il n'y a aucun corps, ni à l'écran, ni a priori, dans le processus créatif, où le corps se cache-t-il ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est touchante ? Elle est maladroite, elle fait des erreurs, elle se montre vulnérable. L'art vidéo est rarement un art parfait, c'est un art du geste brut. Je suis particulièrement sensible, et je sais que ici d'autres aussi, au glitch art, qu'on peut le remarquer parfois dans mon travail, car c'est une production de l'accident, de l'imparfait. L'erreur est humaine, le bug numérique parvient à copier visuellement cette humanité. En tout cas, l'image visuelle créée par le glitch me rappelle à ma propre imperfection. Je crois également beaucoup en l'humour qui provoque le rire, un sourire, une sensation physique, comme un moyen de marquer le corps, de toucher donc. Mes vidéos poèmes sont-elles chargées de mon corps ? Cela va beaucoup dépendre de la vidéo. Est-ce que je me mets en scène ? Est-ce que je mets mon corps à l'épreuve en mettant de la matière dessus, etc. Une constante serait le geste d'écriture, qui passe toujours pour moi par l'écriture à la main dans un carnet, le montage qui se fait avec mon doigt sur la souris ou le pad de l'ordinateur, dans des caresses répétées et répétées, et donc l'enregistrement de la voix, la sensible par excellence. J'imagine qu'on peut parler de phénoménologie du corps de l'artiste, de phénoménologie des corps de l'artiste et de celui qui reçoit l'œuvre.
La vidéo-poème a pour moi une fonction contenante, quand bien même l'objet est immatériel. Il y a un cadre, un rectangle 16/9 dans lequel je me déploie, que je dis souvent infini, car la forme vidéo-poème est hyper souple, hyper possible en termes plastiques, sonores. Reste ce cadre, cet objet dans lequel j'investis mon corps en me sentant contenu. L'espace de quelques minutes, l'infini des possibles que je ressens en créant peut être déposé dans l'objet vidéo-poème. C'est Lacan qui dit que devant une peinture, le spectateur dépose son regard, qu'il y a une fonction pacifiante, calmante dans le regard sur les œuvres. Sur la scène du texte, pas de rampe. Il n'y a pas derrière le texte quelqu'un d'actif, l'écrivain, et devant lui quelqu'un de passif, le lecteur. Il n'y a pas un sujet et un objet. Le texte périme les attitudes grammaticales. Il est l'œil indifférencié dont parle un auteur excessif, Angélus Silesius. L'œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit. Roland Barthes, donc toujours dans le plaisir du texte. Roland Barthes semble dire la même chose que Lacan, le spectateur n'est pas passif, il est sujet dans sa réception de l'œuvre. Si je veux aussi et surtout mentionner le corps du public, c'est qu'avec la vidéo, le spectateur, la spectatrice est pris dans le temps de la vidéo, matériel ou numérique. On lui impose une durée, ce qui différencie la vidéo de la photographie ou de la peinture. On lui demande son regard et son temps, donc presque tout. Sa pupille fixe, son corps fixe. Si le spectateur dépose son regard, c'est bien une action corporelle qui est attendue de lui. Le spectateur doit donner son corps aussi, l'investir là où l'artiste a laissé de la place. On peut aussi penser à la chair du monde de Merleau-Ponty et ne pas différencier le corps sujet et le corps objet, se dire que touchant, je suis touché, que ma chair, c'est la chair du monde. Dans le toucher, je donne quelque chose sans savoir comment ce don sera interprété. Si ma chair, c'est la chair du monde, alors il est possible que les pixels qui composent une œuvre numérique puissent faire traverser la sensibilité de l'artiste. Ce que je suis en train de comprendre ici, c'est que je veux toucher l'œil, l'oreille et l'âme grâce à un même objet. Je veux également toucher tous les autres organes par la kinesthésie, la synesthésie. L'intermédialité me permet de multiplier les entrées possibles de contact, toucher tout. L'hybridité de la forme que je pratique, la vidéo-poème, permet plusieurs couches de signes. Et qui dit plusieurs couches dit ambiguïté, dialogue, acceptation d'une part de coïncidence dans le travail, voire pour les plus spirites des artistes, de magie. La vidéo d'art, la vidéo-poème, par le temps qu'elle prend au corps, mais non pas dans l'objectif de vendre un objet ou une idée, sont des résistances à l'image en mouvement que sont la publicité, les émissions télé ou la vidéosurveillance. J'aimerais bien voir ce que ça fait un poème sur de la vidéosurveillance. Ici aussi, nous sommes dans une forme hybride entre conférence et performance. J'espère qu'entre ces deux niveaux de signes, je laisse suffisamment d'espace pour vous, pour votre corps et votre pensée, pour qu'on puisse se rejoindre. Une autre question qui se pose quand on pense au corps de l'artiste dans une œuvre numérique, c'est le dialogue vivant numérique, que j'ai eu la chance de découvrir un peu avec le chorégraphe Jean-Marc Matos, pour qui c'est la recherche principale, l'interaction du comédien, de la danseuse avec la vidéo. J'aimerais bien que ma recherche se trouve non dans la danse, mais dans le texte. Comment les possibilités numériques peuvent-elles ouvrir les possibilités poétiques ? Vidéoprojection, mapping. Il me manque des compétences pour accéder à cette liberté créative. D'autant plus que pour celles qui donnent des bourses ou des aides à la création, c'est compliqué à arranger la vidéo-poème. La vidéo-poème est compliquée à arranger, trop textuelle pour les arts visuels, pas assez livresque pour la poésie, pas assez YouTube pour le CNC, etc. On ne sait pas trop à quelle porte frapper. Enfin, j'aimerais ouvrir avec cette question. Vivant et numérique peuvent-ils dialoguer sans être en compétition ? J'espère une future invitation pour avoir le temps de creuser les machines désirantes de Deleuze ou la force érotique de la joie chez Audre Lorde, le corps utopique de Foucault ou même queer phénoménologie de Sarah Ahmed. Pour l'heure, je ne suis toujours pas scientifique. Je vais donc finir en poésie.
Si les philosophes se demandent « est-ce que cette chaise existe ?», je me demande « est-ce que cette chaise est sexuelle ? Est-ce que je peux m'y frotter ? Est-ce que je peux insérer ses pieds en moi ?» J'aurais préféré être philosophe. Est-ce que je suis réelle assise sur cette chaise ? Est-ce que mon amour pour cette chaise est réel ? Que fait cette chaise quand je ne la regarde pas ? Vais-je survivre au réel de cette chaise ? Quel est le bruit de cette chaise quand elle ne bouge pas ? Que faire de cette chaise trop présente en pensée pour moi ? Merci beaucoup pour la performance conférence, les deux en même temps. Ça fait plusieurs années que je suis votre travail, je ne sais pas si on se tutoie ou pas. Donc ça fait aussi énormément plaisir de réaliser ça aussi. J'ai une question, une vraie pour le coup, par-delà l'hommage au travail effectué depuis plusieurs années, qui est d'une très très grande teneur, une très grande qualité. J'ai une vraie question qui me vient là en écoutant, en regardant aujourd'hui. Il y a pour moi un très grand théoricien de l'image et du texte qui est Isidore Isou, le poète, cinéaste, etc. des années 50-70, qui avait forgé le concept de discrépance dans lequel il essayait de mettre en place une esthétique dans laquelle on montrait des choses qui n'avaient aucun rapport avec ce qui était dit. Et bon, je pense au palindrome notamment, parce que j'ai la série des palindromes vraiment en tête. Dans la série OK aussi un petit peu, il me semble. Je voulais savoir s'il y avait vraiment une démarche délibérée de rechercher des convergences, et c'est pas uniquement chez Miel Pagès, il y a de nombreux autres vidéo-poètes qui travaillent ça, il me semble. S'il y a une recherche délibérée de la convergence texte-image et de la divergence, et ce que Isou aurait appelé la discrépance, d'autant que pour lui, la discrépance, il le prend dans son sens sonore, c'est-à-dire de crépitarer, c'est-à-dire ça ne résonne pas comme ça devrait résonner. Donc voilà, je voulais savoir, là vraiment c'est une question sur la pratique même de l'écriture et du montage, quoi. Ben, c'est drôle parce que ce truc de peut-être de pas d'incohérence, mais en tout cas de grande différence entre le texte et l'image, c'est quelque chose qu'on est en train de me dire, et en fait moi je le vois pas trop. Pour moi il y a une cohérence à chaque fois, tout en essayant d'éviter absolument d'être trop illustratif, et c'est vraiment la crainte principale. Et donc, il y a une recherche de concordance, et c'est ce que je disais aussi, un peu parfois hasardeuse, mais c'est ce qui rend le montage magique et aussi infini au niveau des heures, c'est qu'on change quelque chose et tout le sens est changé. Et donc, on peut passer très longtemps à voir tout ce qui est possible si ce vers-là est dit sur cette image-là plutôt que sur une autre.
Merci beaucoup, c'était très intéressant j'aurais plein de choses à dire, mais je vais me contenter d'une question qui est un peu une remarque aussi par rapport à comment tu verrais les choses de ce point de vue-là. La dialectique entre le corps absent et le corps présent, finalement, qui est mis en jeu dans ta réflexion sur le vidéopoème, etc. Est-ce que finalement on pourrait pas du coup et d'ailleurs, dans les exemples que tu as donnés, je crois que ça résonnait un peu. En fait, finalement, l'écran devient un porte-empreinte. Enfin, moi, je pense à l'empreinte. C'est-à-dire, l'empreinte, c'est... j'ai forcément mon Didi Berman qui trotte dans ma tête. Mais l'empreinte, c'est la manifestation d'un temps qui a été passé, où le corps était présent et où il a laissé une empreinte. Et cette empreinte, c'est ça que j'ai le sentiment que en vidéopoésie, c'est ça que tu communiques. Nous, évidemment, et la différence entre le spectacle vivant et le spectacle qui ne l'est pas, mais qui ne doit pas être mort, c'est précisément ce qui fait qu'il n'est pas mort. C'est peut-être qu'il y a une notion d'empreinte. Donc toi, comment tu vois les choses? Je trouvais super intéressant, notamment le vidéopoème avec le pastel. En fait, c'est les coups de crayon, on fait empreinte sur une feuille et c'est ça qui est renvoyé. Est-ce que cette notion d'empreinte pourrait résonner en toi? Enfin, est-ce qu'elle parlerait? Enfin, comment tu l'envisagerais peut-être? Ouais, merci beaucoup. C'est un mot très juste. Du coup, l'empreinte, du coup, autant l'empreinte vocale que digitale, en quelque sorte. Moi, c'est quelque chose. Du coup, je suis en train d'essayer de diversifier aussi mes techniques, vraiment. Comme je disais à midi, j'ai appris à faire un dégradé qui bouge. et, euh, et je suis trop heureuse d'avoir réussi à faire ça. Je le vois un peu comme de la peinture en mouvement. Et en même temps, j'ai cette crainte que ça touche peut-être moins parce que trop de distance. Et la pauvre empreinte de mon doigt sur la souris, enfin, comment la faire passer davantage? Le glitch, pour moi, c'est la manifestation du fait que même si on est dans le numérique, il y a une empreinte qui peut participer, un peu mystérieuse, et quelque chose qui n'a pas fait empreinte. C'est pour ça que je crois que c'est une classique, parce qu'il y a le retour d'une matérialité alors qu'on a l'impression d'être dans une matériel. Est-ce que le cinéma expérimental te nourrit Oui et non. Je sais que... mais alors là, c'est pas tellement... Enfin, si, Godard peut être, j'imagine, vu comme du cinéma expérimental à certains égards. Moi, je peux avoir des inspirations, mais comme je vais écrire un livre avec vraiment un corpus, donc tout ce qu'on ne voit pas du processus créatif, beaucoup de livres que j'ai lus derrière, je vais avoir vu beaucoup de vidéos avec des fois très clairement, pour moi, une référence à Godard, une référence à Asimov, donc plutôt de la vidéo d'art, et de la référence à YouTube parce que j'avale énormément de vidéos YouTube de toutes sortes. Et je pense qu'on se rejoint avec le cinéma de toute façon par l'intermédialité, le fait qu'il y a à la fois du texte et de l'image. Merci, c'était vraiment super. Moi, j'ai une question sur justement l'articulation entre le livre et les vidéopoèmes. Comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'on retrouve dans le livre des choses qu'il y a dans les vidéopoèmes? Est-ce que c'est très séparé? Enfin, voilà, comment tu opères ce dialogue ou non-dialogue? Moi, j'ai voulu tout séparer. Enfin, j'ai voulu qu'à chaque fois mes recueils soient complètement inédits. Donc, il n'y a aucun des textes vidéo qui se retrouve en papier. Mais j'essaie d'avoir une attention vraiment particulière aux poèmes dans mes vidéos, dans la perspective qui puisse tenir tout seul, qui puisse être publié un jour peut-être. Mais je crois que aussi mon mouvement de création est très différent. Si je fais une vidéo poème, c'est cette forme courte qui aussi en termes de réception est plus dans l'instantanéité. Je vais avoir des retours plus rapidement que dans une forme très longue. Enfin très longue. Je veux dire, le temps de l'édition, ça peut prendre 1 an et demi, et les retours sont hyper diffus. Donc ce premier geste et moi, comment je suis dans la création, je crois qu'il faut de la patience pour le papier et
j'ai tendance à faire mes vidéos poèmes un peu avec une urgence folle, voire de l'énervement. Je vous propose de prendre juste une petite pause de un quart d'heure et de poursuivre l'échange en pause, si ça vous va. Et on revient après.